J'ai reçu de M. Christian Jacob et des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 5 du règlement. La parole est à M. Georges Fenech. Monsieur le Président, Madame le garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je vous ai écouté attentivement, Madame la garde des Sceaux, vous ne m'avez pas convaincu. Vous conduisez la justice, je le regrette, vers des rivages incertains. Je crois même au bord du précipice. Certes, votre discours, vous nous l'avez déjà habitué dans d'autres circonstances, c'était une belle éloquence, de belles références, mais j'ajoute, et nous le démontrerons au cours de ce débat, beaucoup d'incohérences et peu d'efficience. Je voudrais avant tout vous dire très sincèrement que vous n'avez pas le monopole de l'humanisme, vous n'avez pas le monopole de la justice. Nous sommes tout autant que vous attachés à la réinsertion des condamnés. Nous n'avons pas pris que des mesures de sévérité, comme l'a dit Dominique Raimbourg, lorsque nous étions aux affaires. J'ai moi-même été rapporteur du bracelet électronique mobile, par exemple. Nous sommes soucieux aussi de peines alternatives et d'aménagement de peine. Voyez-vous, avant vous, Madame la garde des Sceaux, il s'est passé aussi des choses. Vous n'avez pas tout inventé, vous n'avez pas tout recréé de cette institution judiciaire que vous semblez le laisser croire. C'est ainsi que je le ressens. En tout cas, notre Assemblée est saisie enfin d'un projet de loi, enfin, intitulé initialement « Prévention de la récidive et individualisation des peines », et rebaptisé tout à coup en commission des lois, suite à un amendement de notre rapporteur, projet de loi tendant à renforcer l'efficacité des sanctions pénales. Mais je crois que ce revirement sémantique, Monsieur le rapporteur, Madame le garde des Sceaux, démontre à lui tout seul une forme de navigation à vue, alors qu'on ne se prive pas de présenter ce texte comme une grande réforme pénale, devant conduire, allez, j'ose le dire, à un changement de civilisation. Et voilà ce texte qui nous revient, donc qui nous arrive finalement après les élections municipales, après les élections européennes, après beaucoup de polémiques. Les Français sont en attente de ce que nous allons faire. Et en réalité, ces dispositions de votre texte sont disparates et, je lâche le mot tout de suite, laxistes. Car elles ne permettront en aucun cas de mieux lutter contre la récidive, ni même de rendre plus efficaces les sanctions pénales qui seront dans les faits dévitalisées. Ce projet de loi, s'il devait être adopté, aura pour conséquence de déconstruire le système répressif, d'aggraver le niveau de la délinquance et au final de mettre gravement en danger la sécurité de nos concitoyens. Ces critiques, Madame la ministre, vous l'estimez injustes et infondées, caricaturales. Vous défendez avec force de vouloir vider les prisons et d'assurer l'impunité des délinquants. Vous rejetez en bloc toutes les accusations qui vous sont faites à cet égard. Et vous expliquez que la contrainte pénale n'est qu'une sanction supplémentaire à la disposition du juge qui a toujours la possibilité de choisir l'enfermement quand cela s'impose. Qu'on voudrait culpabiliser les juges de punir, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Car en fait, vous dites, il faut éviter la prison, et puis vous rajoutez, mais les juges peuvent quand même décider de prononcer de la prison ferme. Et je leur souhaite bien du plaisir d'aller à l'encontre de la volonté de votre gouvernement. Permettez-moi, oui, de vous dire que vous ne convaincrez pas l'opposition, pas plus d'ailleurs que les 75% des Français qui, selon tous les sondages, rejettent cette réforme. Pourquoi, Madame la garde des Sceaux, vous obstinez-vous à masquer vos réelles intentions ? Alors, j'ai retrouvé quelques-unes de vos déclarations.
Discours d'ouverture de la conférence de consensus, prononcé le 14 février 2013. Je vous cite. « Est-ce que nous sommes contraints de rester dans ce paradigme de l'incarcération et cette référence systématique? Ou est-ce que nous serons en mesure de produire des peines qui sont des vraies peines pour vous, qui sont vécues comme étant peines pour ceux qui les prononcent, par ceux qui doivent l'exécuter et aussi pour l'ensemble de la société? Vous récidivez, si j'ose dire, le 22 août 2013 à Marseille sous l'ovation des militants PS réunis pour la circonstance. Et vous dites « Nous allons détruire, pulvériser les méthodes qui consistent à prétendre que le bon sens veut qu'il faut enfermer et enfermer sans cesse, alors que cet enfermement sans cesse crée du danger pour la société. » Autrement dit, ce ne sont pas les récidivistes qui créent du danger pour la société, mais la société elle-même, parce qu'elle enferme ces récidivistes. Le roi Ubu pointe son nez, Madame la Ministre. Peut-on être plus clair? Vous ne voulez plus de la prison comme sanction, mais dites-le clairement. Pourquoi avoir abandonné le programme de 20 000 places de prison supplémentaires, absolument indispensable pour mettre notre pays aux normes européennes et pouvoir ainsi faire exécuter effectivement les peines d'emprisonnement, puisque le titre de votre projet de loi, c'est la sanction effective. Alors souffrez, Madame la Ministre, quelques minutes, que nous ayons encore le droit de vous contester, le droit de vous critiquer, le droit de nous opposer sans pour autant commettre de crimes de lèse-majesté, face, dit-on, à l'icône de la gauche que vous représentez aujourd'hui. Ce débat, plus que tout autre, ne doit pas être personnalisé, ni répondre à quelques caprices de stars ministérielles que ce soit. Une réforme de cette nature, Madame la Ministre, n'aurait jamais dû, en outre, suivre la procédure accélérée au préjudice des droits du Parlement et d'un examen serein et contradictoire pour un texte qui engage notre avenir. Pourquoi avoir fait le choix de cette procédure accélérée? Alors certaines mauvaises langues expliquent qu'il fallait au plus vite vous permettre de faire adopter votre réforme, pour vous permettre de postuler au poste de défenseur des droits. C'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. Une loi d'arrangement, oui, c'est nul. Effectivement, vous avez raison. Une loi d'arrangement personnel, en quelque sorte, mais qui risque de conduire, Madame la Ministre, votre majorité dans le mur. Je défends cette motion de rejet préalable pour dénoncer non seulement tous les dangers de ce projet de loi, mais également ses atteintes à nos principes généraux du droit et à la Constitution. Madame la Ministre, à votre arrivée à Place Vendôme, vous aviez soulevé d'immenses espoirs auprès de la magistrature. Force est de constater que la déception est aujourd'hui à la hauteur de ces illusions. Si j'en crois par exemple le président de l'USM, le syndicat majoritaire, qui ne vous est pas foncièrement hostile. Que dit-il? Le problème, c'est qu'on ne sait pas où on va. Sur la réforme constitutionnelle, on recule. Sur la réforme pénale, j'ai l'impression que l'ensemble des préconisations de la conférence de consensus ont du plomb dans l'aile. Aujourd'hui même, le syndicat FO pénitentiaire, Alliance Police Nationale ont demandé le retrait de votre projet de loi. Et vous serez bien avisée, Madame la Garde des Sceaux, à renoncer à ce projet. Ces derniers jours, mais oui, ces derniers jours, vous avez même été recadré, c'est ce que j'ai entendu, par le président de la République, qui n'a pas apprécié le non-respect des arbitrages. C'est une première sous la Ve République. Vous vous affranchissez de l'autorité du chef de l'État en espérant qu'avec l'appui de votre rapporteur Dominique Raimbourg, les députés socialistes vous suivent dans votre fuite en avant. Ce sera intéressant de voir ce qui va advenir de cet amendement qui étend la contrainte pénale à tous les délits jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, qui a été adopté sans que vous ne réagissiez. Alors je tiens quand même à préciser que ce n'est pas jusqu'à 10 ans que la contrainte pénale va s'appliquer, mais jusqu'à 20 ans, puisque les délits commis en état de récidive punis de 10 ans sont punissables de 20 ans. Ajoutez à cela la question de la correctionnalisation judiciaire. Combien de crimes sont correctionnalisés? Je pense au vol avec arme, par exemple. Eh bien oui, Madame la Ministre, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, la contrainte pénale s'appliquera aussi à des faits de nature criminelle disqualifiés. Vous avez en plus laissé donc voter cet amendement et aujourd'hui vous apparaissez et ils seront intéressés d'ailleurs de voir ce qu'il en sera. Vous pouvez sourire, rire, ricaner.
c'est le respect que vous formez vis-à-vis de l'opposition quand elle s'exprime. Voyez-vous, vous apparaissez bien isolé au sein du gouvernement. Même votre collègue André Vallini, un expert reconnu des questions de justice, considère, je le cite, « Cette réforme qui suscite beaucoup de polémiques devrait être expérimentée dans le ressort d'une ou deux cours d'appel pendant 2 ou 3 ans. » C'est dire, d'une certaine façon, soft, le conseil qui vous donne de l'enterrer purement et simplement. Autre pourfendeur de votre projet de loi, Manuel Valls, lui-même, lorsqu'il occupait la place Beauvau, s'était fendu d'une lettre assassine adressée au président de la République dans ces termes. J'attire votre attention sur les désaccords mis en lumière par le travail interministériel qui s'est engagé récemment autour du projet de réforme pénale présenté par Madame la ministre de la Justice. Ce projet de loi repose sur un socle de légitimité fragile, la conférence de consensus. Les conclusions du jury de consensus ont fait l'objet de fortes réserves au sein même de la magistrature. Où est donc ce consensus? On ne peut être plus clair encore une fois. Aujourd'hui, devenu Premier ministre, nous avons entendu tout à l'heure aux questions d'actualité Manuel Valls vous soutenir avec la plus ferme énergie. Il en répondra lui-même devant le peuple, tôt ou tard, de ce reniement pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Oui, voilà dans quel contexte nous examinons aujourd'hui, suivant la procédure accélérée, ce projet de loi de réforme pénale. Alors j'en viens précisément maintenant, pour être plus pragmatique, à ce qu'il contient, pour justifier cette motion de rejet. Les peines planchers. Péché originel a été adopté sous Nicolas Sarkozy. Ça ne pardonne pas. Vous avancez 3 arguments pour proposer leur suppression. Les peines planchers seraient automatiques. Vous savez très bien qu'il y a une décision du Conseil constitutionnel qui a parfaitement validé ce dispositif et qui a jugé qu'elle ne portait, je cite, atteinte ni au principe de nécessité des peines, ni davantage au principe d'individualisation des peines. Puisque, en réalité, le juge peut toujours descendre en dessous du seuil légal en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur, ou lorsqu'il constate des efforts sérieux de réinsertion. Sa seule obligation, effectivement, c'est de motiver la décision. C'est le moins qu'on puisse demander à un juge. Alors, c'est vrai que son application est passée à décrue chaque année, puisqu'elle est passée de 43% en 2008 à 37% en 2011. On le voit, l'argument d'automaticité est un faux prétexte pour masquer votre véritable intention, celle d'éviter l'emprisonnement coûte que coûte. Je note au passage que vous proposez en revanche, et c'est l'un des volets également le plus critiquable de ce projet, de rendre automatique l'examen d'une libération conditionnelle aux 2/3 de la peine, et en réalité, si on tient compte des réductions de peine, à la mi-peine. Ainsi, ce qui ne vaut pas pour l'entrée en prison vaut pour la sortie. On est en pleine cohérence démagogique. D'autre part, vous estimez que les peines planchers sont à l'origine d'une surpopulation carcérale. C'est faux. Il n'y a aucune étude d'impact qui permet de le dire. On l'aura compris, mes chers collègues, la suppression des peines planchers n'est qu'une posture idéologique. Et je pense que notre collègue Guy Geoffroy, au cours de la discussion, qui fut le rapporteur de ce texte, le défendra avec conviction. Votre conviction à vous, Madame la Ministre, c'est qu'en France, on incarcère trop, que la prison est criminogène. Il faut donc chercher d'autres solutions. Mais personne, je le disais en introduction de mon propos, n'est ici contre les peines alternatives. Personne ne peut prétendre, pour autant, comme vous le faites, qu'en France, on incarcère trop. Le vrai problème, Madame la Ministre, c'est qu'il y a trop de détenus, qu'il n'y a pas que s'il y a trop de détenus, c'est simplement parce qu'il manque des places de prison. On a rappelé les chiffres, 67 000 personnes incarcérées pour 58 000 places, soit un taux d'occupation supérieur à 115%. Alors je voudrais ici battre en brèche 3 des contre-vérités que vous véhiculez inlassablement. Le taux de détention en France n'est pas plus élevé qu'ailleurs. Il est de 98 personnes détenues pour 100 000 habitants en 2013, quand la moyenne de l'Europe est de 137. Même Manuel Valls, que je citais à l'instant, il nous dit « Ce projet de loi part d'un premier postulat que je ne peux partager. La surpopulation carcérale s'expliquerait, dit-on, exclusivement par le recours par défaut à l'emprisonnement et par l'effet des peines planchers. » Vous voyez, qui s'inscrit en faux aussi contre votre analyse. Alors, pour répondre à ce déficit du parc immobilier, vous nous annoncez la construction de 6 500 places de prison. Je constate que le projet annuel de performance de la mission justice du projet de loi de finances
pour 2014 prévoit en réalité 2258 places nettes entre 2014 et 2016. On est donc loin des 6500 places annoncées et en tout cas très loin des 20 000 places manquantes. Je voudrais aussi citer, pour prouver qu'on n'incarcère pas plus qu'ailleurs, les données statistiques du criminologue que nous connaissons bien, Pierre-Victor Tournier, qui est souvent d'ailleurs classé à gauche et qui n'a jamais caché son opposition aux lois de Nicolas Sarkozy. M. Tournier constate que seulement 51% des peines prononcées pour l'année 2012 comprennent de la prison. Et dans ces 51%, seuls 21% comportent de l'emprisonnement ferme. À cela, il faut ajouter qu'environ 100 000 peines de prison ferme sont en attente d'exécution. Et on sait qu'environ 20 000 ne seront jamais exécutées. Il aurait fallu poursuivre le programme de construction de 24 000 places supplémentaires. Ça n'a pas été votre choix. Vous décidez de changer de paradigme. Ce n'est plus le parc pénitentiaire qu'il faut adapter aux décisions de justice, mais plutôt la politique pénale à l'immobilier. C'est un peu comme si on voulait artificiellement réduire le nombre de malades face au sous-équipement médical. J'observe d'ailleurs à cet égard qu'entre 1990 et 2011, les 3 plans de construction portant sur 20 000 nouvelles places de prison ont tous été mis en œuvre à l'initiative de la droite. Les conséquences de ce renoncement sont immédiates. Ainsi, les personnes condamnées ne sont plus toujours incarcérées faute de place en maison d'arrêt. Et je voudrais rappeler votre circulaire du 19 septembre 2012. À Chartres, les juges n'ont fait qu'appliquer cette circulaire qui incite à tenir compte de la surpopulation carcérale avant de mettre à exécution les condamnations. C'est bien la logique du numerus clausus et de la gestion hôtelière des prisons, même si vous en défendez. J'ajoute qu'en enterrant le programme de construction pénitentiaire, Madame la Ministre, vous le savez, les conditions de détention continueront à se dégrader et donc les chances de réinsertion à s'amoindrir. J'en arrive à la deuxième mesure phare de votre projet de loi, la création de la contrainte pénale issue de la conférence dite de consensus. Un mot d'abord sur ce consensus de façade. Vous nous avez énuméré tout à l'heure les nombreuses personnalités nationales, internationales qui ont participé à cette conférence de consensus, dont je persiste à dire que les membres du jury ont été tous triés sur le volet, que sa présidente, Madame Nicole Maestrachi, est bien connue pour ses sympathies à gauche et que d'ailleurs elle a été bien remerciée par une formidable promotion comme membre du Conseil constitutionnel. Alors voilà, revenons au dispositif de la contrainte pénale pour en démontrer son incohérence, mes chers collègues, et les violations des principes généraux du droit qu'il contient. Donc, 3 phases juridictionnelles pour la contrainte pénale. La première, qui consiste à déclarer la culpabilité en prononçant la contrainte pénale. Le tribunal peut ajourner, vous l'avez précisé tout à l'heure, jusqu'à 4 mois pour faire procéder à des investigations sur la personnalité, ce qui retardera d'autant plus la mise à exécution effective de la sanction et alourdira considérablement la tenue des audiences. Tous les praticiens pourront vous le dire, des audiences qui sont déjà au bord de l'asphyxie. Il y a ensuite la phase post-sententielle, qui est la gestion par le juge d'application des peines du dispositif du suivi probatoire du condamné selon des modalités pratiques proches de celles de la mise à l'épreuve déjà existantes. J'ouvre une parenthèse pour remarquer, mais ça n'est pas une surprise, le juge d'application des peines prend dans votre projet une place majeure dans ce dispositif au détriment du tribunal. Et enfin, une nouvelle phase juridictionnelle de sanction de la précédente, qui intervient dans le cas où le condamné ne respecterait pas ses obligations mises à sa charge. À ce moment-là, le président du tribunal pourrait effectivement fixer une peine d'emprisonnement. Alors, non seulement ce mécanisme est d'une extrême complexité, d'une extrême lourdeur, mais en plus, il porte atteinte, il pose des questions très précises et très réelles en matière de légalité criminelle. En effet, le projet de loi, mes chers collègues, ça j'insiste beaucoup, contient des mesures totalement contraires à nos principes généraux du droit. Et je ne suis pas le seul à le dire. Je voudrais citer à cet égard votre mentor, Robert Badinter, que vous avez cité plusieurs fois, qui lui-même, en sa qualité notamment d'ancien président du Conseil constitutionnel, a pointé le risque d'inconstitutionnalité, car le projet de loi viole le principe dit non bis in idem. En vertu de ce principe, on ne peut pas être jugé 2 fois pour les mêmes faits.
Or, que l'on considère la contrainte pénale qui institue 2 peines principales alternatives ou une peine principale assortie d'une peine subsidiaire potestative, elle instaure en tout état de cause, 2 peines distinctes pour une seule infraction. Alors la question posée est la suivante. La loi peut-elle prévoir 2 peines dont le régime de l'une seulement serait fixé initialement, c'est-à-dire la partie de la peine correspondant à la fonction réparatrice, et qui serait également déterminée dans son quantum, la fixation de l'autre, la peine à finalité punitive, étant différée et subordonnée à l'appréciation par le juge du respect de la première. Il fait ainsi peu de doute que le président du tribunal, appelé à se prononcer pour la révocation, devra procéder à un rejugement au moins partiel, sinon d'inculpabilité au moins de la peine, qui avait été initialement limitée à sa fonction réparatrice. On aboutit ainsi, manifestement, à faire juger 2 fois les mêmes faits pour leur appliquer des peines de nature différente, dont la seconde, plus élevée dans les chaînes des peines de surcroît, est destinée à se substituer à la première. Mais ce n'est pas tout. Le projet de loi institue aussi une forme d'indétermination de la peine. Tout d'abord, selon le principe de la légalité des délits et des peines, c'est la loi qui fixe la peine encourue pour chaque infraction. Et ce même principe impose à la loi d'avoir une précision suffisante pour que le citoyen connaisse la peine encourue avant de commettre l'infraction. Or, la contrainte pénale ne permet de savoir ni quelle sera la durée de la peine, laquelle peut être comprise entre 6 mois et 5 ans, ni en quoi consiste son contenu effectif. En effet, la durée de la peine n'est plus fixée en considération de la gravité de l'infraction, mais de l'appréciation subjective par le juge de la personnalité de son auteur et de la durée prévisible des mesures à mettre en place pour assurer son amendement et sa réinsertion. Le nouvel ajournement prévu pour permettre au tribunal de procéder à des investigations de personnalité confirme bien l'indétermination intrinsèque de cette peine dont la durée ne dépend plus de l'infraction commise. On touche là au cœur de ce qu'ambitionne d'être la contrainte pénale, non plus une sanction, mais une rééducation de l'homme délinquant. Son contenu est indéterminé. À l'incertitude de la durée s'ajoute cette indétermination du contenu, alors que le citoyen doit savoir quel est le contenu de la ou des peines auxquelles il s'expose. Or, la liste des obligations et interdictions qui constituent la contrainte pénale est totalement aléatoire et fluctuante. Ainsi, un condamné peut se voir interdire de rencontrer la victime, être obligé de suivre des soins, tandis qu'un autre aura l'obligation d'exercer un emploi ou d'exécuter un travail d'intérêt général. Au fond, la personne condamnée ne peut ainsi jamais connaître au moment de l'infraction, mais également tout au long de l'exécution de la peine elle-même, quelles seront les obligations et interdictions qu'elle sera susceptible de recouvrir, puisque celles-ci dépendent au mieux du tribunal qui prononce la sanction, et même plus vraisemblablement du juge d'application des peines, qui, en pratique, va déterminer ces obligations qui vont évoluer dans le temps. En réalité, Madame la Ministre, cette contrainte pénale est un cadre vide dont le contenu dépend des mesures que le tribunal et surtout le JAP décideront. Je vous pose la question, peut-on admettre qu'une personne soit condamnée à une peine d'emprisonnement suspensive ou différée dont elle peut connaître le quantum et qui, de ce fait, demeure indéfinie? Ce projet de loi, du coup, viole l'égalité des citoyens devant la peine, car comment le juge va-t-il déterminer des critères objectifs pour choisir entre l'emprisonnement, la contrainte pénale ou le sursis avec mise à l'épreuve, qui est un dispositif très proche de la contrainte pénale? Vous n'inventez rien, Madame la Ministre. La contrainte pénale, ça n'est pas nouveau. Le sursis à mise à l'épreuve, vous l'avez dit, ça remonte à 1958. Manifestement, il y a là une telle confusion que vous nous annoncez lors de votre discours que vous allez réformer tout à coup le sursis avec mise à l'épreuve. C'est bien cela que j'ai compris. Vous allez restreindre le sursis avec mise à l'épreuve sur des obligations fixes, claires, bien déterminées. Donc vous nous amenez comme ça brutalement un amendement du gouvernement pour réformer un sursis avec mise à l'épreuve qui est applicable depuis 1958 et qui a vu son extension en 1970, sans aucune étude d'impact. Véritablement, on se demande si ce projet de loi a été vraiment étudié, vraiment pensé. Je crois que surtout vous êtes rendu compte qu'il y avait ce problème d'inconstitutionnalité et que vous essayez par un subterfuge aujourd'hui, en réduisant le SME à une part congrue, de justifier l'existence de cette contrainte pénale. Voyez-vous, on ne peut pas vous suivre
par rapport à ce qui relève véritablement, je le disais en introduction de mon propos, de la navigation à vue. Outre que la contrainte pénale est complexe, qu'elle est inconstitutionnelle, elle n'ajoute rien donc et elle se retrouve en concurrence avec le SME. D'ailleurs, il faut aussi préciser que ce sursis avec mise à l'épreuve est un échec dans notre pays. Ce n'est même pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites, Madame la Ministre, dans l'exposé des motifs du rapport de ce projet de loi. Je vous cite, vos services, le SME est devenu une peine prononcée pour des motifs très divers, parfois peu lisibles, souvent par défaut ou pour éviter une incarcération. Ça ne peut pas être plus clair. Une fois qu'on décrypte ce langage administratif, on comprend bien que le SME est un échec et qu'il ne répond plus aux objectifs qu'il est censé remplir. La contrainte pénale ne faisant que reprendre ce dispositif en l'aggravant, en allongeant la durée de la probation, il faudra beaucoup de conviction et d'ingénuité pour penser qu'elle saura lui suppléer. Madame la Ministre, le fait qu'une telle réforme soit guidée par l'intention apparemment généreuse de réduire l'emprisonnement pour les catégories les plus difficiles de la population pénale ne doit pas conduire à renoncer aux principes fondamentaux de notre droit. Souvenez-vous, Madame la Ministre, de l'avertissement de Montesquieu, qui estimait à juste titre que les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Je vous invite donc, mes chers collègues, à faire preuve de sagesse en adoptant cette motion de rejet préalable. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la garde des Sceaux. Quand vous voulez, dans l'ordre.